l'équipe du projet unique de Chute Sainte-Justine à nous montrer ce qu'ils ont pour nous aujourd'hui. Donc, moi, j'avais Vincent Ferretti et Catherine Boileau. Ouais, je partage mon écran. Je sais pas si vous voyez. On va très bien, merci. Je ne vais pas passer en mode présentation parce que j'ai essayé tout à l'heure, puis on m'affiche un écran noir. Là, je sais pas pourquoi ça fait ça, donc je ne veux pas perdre trop de temps sur des problèmes techniques. Là, je vais essayer de pas parler vite, mais pas couvrir tout ce qui est l'unique parce que je pense que tout le monde comprend que c'est une plateforme de données, c'est un lac de données. Je vais laisser la parole à un moment donné à Louis-Philippe qui est ici avec nous, qui est analyste dans l'unique et qui va faire une petite démo de notre outil de gestion de métadonnées. Mais avant de faire la démo, je vais quand même faire le tour de ce qu'on a fait jusqu'à présent là, en concernant les catalogues et les dictionnaires de données. Attendez, mais par contre, je suis dans la mauvaise présentation. Là, j'avais deux présentations actives. Voilà. OK, donc l'unique, comme vous le savez, comme vous le savez, j'imagine, c'est un lac de données. C'est une plateforme de données massives qui facilite la recherche. Donc, je vais juste passer à travers ça rapidement. À Sainte-Justine, il y a plusieurs systèmes, là, des centaines, voire plus, là, de systèmes informatiques. Et puis, nous, on a jusqu'à présent intégré approximativement 25 systèmes. Ça, c'est les systèmes qui sont intégrés dans le lac de données pour l'instant. Donc, ça couvre évidemment tous les aspects de l'ADT, l'urgence, le bloc opératoire, la radiologie, etc. Euh, on a aussi intégré des banques de données de recherche, donc les banques de données comme CNN, CNFON, CNTN, c'est des banques de données en néonat. Donc, c'est des données qui peuvent être réutilisées pour la recherche. Grosso modo, en chiffres, là, ça donne environ presque 7 millions de patients à la Sainte-Justine pour lesquels on a de la donnée. Ça couvre environ 900 000 hospitalisations, plus de 6 millions de rendez-vous. Il y a des urgences pédiatriques et obstétricales, là, donc en nombre, c'est environ 1,4 million pour les urgences pédiatriques et puis 152 000 pour les urgences obstétricales. Ça, c'est des données, en fait, qui couvre toute la période pour laquelle on a de la donnée. Donc, ce n'est pas exactement sur des mêmes périodes de temps, mais c'est ce qu'on peut retrouver dans le lac, là. Donc, ce qui est en gris, ce sont des moyennes pour les 5 dernières années. Donc, accouchement, plus que 60 000 accouchements, des tests de laboratoire, 170 millions, en tout cas, etc. Vincent est là aussi pour intervenir là, si j'oublie des choses. Donc, je te dis, Vincent, si jamais tu veux ajouter des trucs, tu peux absolument. Donc, comment on fonctionne? Donc, grosso modo, on utilise des outils d'accès libre qui sont adaptés pour le traitement des données massives. Là. Ça, c'est un petit peu le stack d'outils qu'on utilise pour les différentes étapes du flux de données. Là. Il y a une partie des données du travail qui est fait par l'équipe des TI de Sainte-Justine. Donc, tout ce qui est aller chercher les données des systèmes sources, puis les écrire dans notre Object Store, là, Minio, cette partie-là, toute cette partie-là, l'ingestion, c'est contrôlé, je dis bien, par l'équipe des TI. Ils ont acheté un outil qui s'appelle Talend, qui est un outil pour faire des ETL, pour aller récupérer les données des systèmes. Ici, on a différents types de bases de données, là, des SQL, des bases de données Access, des bases de données Oracle, qui sont écrites régulièrement dans le lac. Là, c'est hebdomadairement en général, mais il y a aussi des données qui sont écrites tous les jours, puis il y a des données qui arrivent en flux continu comme des messages HL7. Quand les données sont reçues dans le lac, on a aussi des pipelines qui nous assurent que les données, toutes les données ont été écrites, qu'il ne nous manque pas de données d'une fois à l'autre. Donc, on s'assure qu'on a au moins une ligne de données de plus d'une semaine à l'autre pour la majorité des systèmes. On a des flux de données qui sont des jobs Spark qui sont orchestrés avec l'outil Airflow et qui nous permet aussi de voir s'il y a des choses qui ne vont pas. On travaille, l'équipe de développeurs et aussi l'équipe d'analystes qui travaillent sur la production de jeux de données pour la recherche travaille en code Scala et puis le code est conservé dans GitHub. Donc, rien de très spécial là, dans tout ça. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que les analystes travaillent régulièrement pour concevoir un entrepôt de données. Cet entrepôt-là, je vais en parler un petit peu
dans la prochaine diapo, là, mais c'est un endroit où il va y avoir des données qui ont été un peu nettoyées, mieux organisées, mieux documentées. Et puis, c'est à partir de cette source-là, essentiellement, qu'on va récupérer les données pour faire des jeux pour la recherche ou pour les projets d'amélioration de la qualité et de la performance. On livre les données en format on est assez flexible, mais les chercheurs veulent des données dans un format Excel ou CSV. Ça nous arrive aussi d'importer des données, d'aller écrire directement dans des bases de données comme RedCap ou Postgres qui peuvent être par la suite, comme Postgres peut être connecté, en tout cas au sein de Sainte-Justine, à un outil comme Power BI pour générer des dashboards pour les différentes unités de l'hôpital, pour des projets d'amélioration de la qualité avec des indicateurs. Voilà, donc c'est ça. Pour l'entrepôt de données, bon, ça c'est une liste là, sommaire des tables qu'on a générées pour l'entrepôt. Ce sont des tables uniques, puis chaque table est en fait un domaine clinique particulier. Une table d'entrepôt peut provenir de plus qu'un système. Donc, par exemple, on a généré une table d'administration du médicament qui vient de 2 systèmes de l'hôpital, un qui gère le stock de l'hôpital, puis un qui gère l'administration. Donc, on combine ces sources-là pour créer une seule table qui est bien documentée, pour lequel toutes les jointures à l'intérieur du système ont été faites pour nous faciliter le travail par la suite. Dans l'entrepôt, on documente bien s'il y a eu des transformations, puis d'où proviennent les variables qui ont été utilisées pour créer ces tables d'entrepôt. Et puis, on documente, bon, c'est comme je disais, l'algorithme de transformation. Ça, c'est la même chose pour toutes les variables qu'on crée dans le contexte d'un projet de recherche, par exemple. Alors, je rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Quand on a décidé de développer un modèle, un catalogue de données, on s'est penché pas mal longuement sur un modèle de métadonnées. Puis je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, l'idée, c'était de documenter les différents attributs, dans le fond, là, des variables et des tables et des ressources qui étaient utilisées pour générer des jeux de données. Donc, on a des ressources, on appelle ça des ressources, mais ces ressources-là incluent tous les systèmes hospitaliers, c'est une ressource. Tout l'entrepôt, c'est une ressource qu'on a créée, mais aussi tous les projets de recherche pour lesquels on a généré de la donnée sont aussi documentés, sont aussi des ressources qu'on appelle des ressources type projet de recherche ou type projet d'amélioration de la performance. Ces ressources-là chacune de ces ressources-là ont des données qui peuvent être organisées en différentes tables, donc plusieurs tables parfois par ressources, souvent qu'autrement. Et puis, dans chacune de ces tables, évidemment, il peut y avoir une liste de variables. Puis ces variables-là peuvent être des variables catégorielles qui, à elles, ont un ensemble de valeurs qu'on appelle des value sets, là, ou un ensemble de valeurs. Et puis ces valeurs-là peuvent, chacun des codes, donc par exemple, sexe, féminin, masculin, ça peut être 1 pour féminin, 2 pour masculin, par exemple. Et aussi, parfois, ça nous demande de faire du travail à partir d'une donnée qui est assez sale, donc il y a de la donnée textuelle qui est pas structurée, puis ça nous demande de faire du mapping. Donc, on documente aussi ce mapping-là, comment on a réduit de 350 catégories à 5 catégories par exemple, pour la position du fœtus. Alors, voilà, donc ici, cette liste-là, ce sont tous les attributs pour les différentes tables de notre modèle de métadonnées. C'est ce qu'on documente. Alors, on documente ça on essaye d'être le plus exhaustif possible, là, mais c'est pas, bon, évidemment, les systèmes d'information à la base ne viennent pas avec toutes ces informations-là. Donc, nous, on scanne notre Object Store, puis on va récupérer le nom, par exemple, des variables, le nom des tables, puis le type de valeur que c'est, mais il n'y a pas de libellé ou il n'y a pas d'information plus approfondie que ça à partir des systèmes de l'hôpital. Donc, l'information au niveau des systèmes d'information est assez rudimentaire. Ben, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup d'informations. Ensuite, entrepôt, et puis aussi, il y a tous les projets qui sont documentés, comme je l'ai mentionné.
Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un outil pour nous faciliter la tâche de créer, puis de gérer, puis de consulter nos dictionnaires de données. On a décidé de développer ça maison. On a une équipe de développeurs, front-end, back-end, puis là, c'est le travail de Gaël et puis Alec, là, qui sont, je sais pas, Gaël est peut-être là, mais Alec qui est pas là. Et voilà, donc c'est pas mon domaine d'expertise. Le back-end a été développé serveur express en code Node. Il y a eu un processus de notification pour pouvoir rentrer dans le système avec des jetons web de JSON, en plus d'une authentification de base. Le front-end est en code React avec le build JavaScript, c'est vite. Puis l'interface, c'est construit en Material UI puis Material React. Voilà, ça c'est ce qu'on m'a donné comme information. Si vous voulez un peu vous avez des questions concernant le développement de l'outil, je pourrais vous référer à Gaël par la suite. Alors, nous, on a entreposé toutes nos métadonnées dans une base de données Postgres. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a scanné, comme je l'ai dit tout à l'heure, le contenu de notre Object Store qui est Minio pour récupérer certaines informations des systèmes hospitaliers. Puis, on a exécuté un DAG dans Airflow pour aller charger ces données-là dans une base de données Postgres. Ça, c'est pour tous les systèmes sources. Mais ensuite, pour tous les dictionnaires qu'on crée pour l'entrepôt, par exemple, ou les projets de recherche, on travaillait avec des documents Excel au départ. Et puis là, on a dû importer ces données-là, ces métadonnées-là, je dis bien, dans la base de données Postgres. Ça est un petit peu le même principe, là. Donc, on a exécuté un DAG avec Airflow pour permettre de charger les données dans Postgres. Alors, bon, ce qu'on veut faire éventuellement, là, on a cet outil-là que Philippe va vous montrer tout à l'heure, mais ce qu'on veut faire ultimement, c'est d'avoir un portail qui sera ouvert à la communauté de chercheurs pour pouvoir consulter, dans le fond, le contenu du lac. Et puis, on va donc publier les dictionnaires au fur et à mesure que les projets sont livrés. Donc, cet outil, ce catalogue dans le portail va permettre de gérer puis d'archiver des versions des jeux de données. On va indexer la base de données de gestion dans OpenSearch pour permettre de faire des recherches par variable, par exemple, dans le portail. Donc, ce portail-là va permettre de aussi faire des agrégations pour donner quelques statistiques sur certaines des variables d'intérêt et puis va permettre aux chercheurs d'aller récupérer leurs jeux de données ou télécharger leur dictionnaire, etc. Donc, je pense que j'arrête là parce que là, sinon, on n'aura pas le temps. Ça, c'est notre page d'accueil. C'est une maquette de notre page d'accueil de portail. Les gens vont pouvoir se connecter puis créer un compte pour pouvoir aller explorer le contenu. Puis ça, c'est un exemple, encore une fois, une maquette dans le catalogue de variables qui va donner toute l'information sur une variable, par exemple, sa source. Donc, c'est une variable du projet de la banque mère qui est dans la table pregnancy. Le nom de la variable est ici. On donne l'ensemble des valeurs, puis l'ensemble de valeurs, puis l'algorithme de transformation, puis le lignage complet. Donc, d'où provient cette variable, quels sont les parents, puis les intermédiaires. Donc, on part d'un système source, on va vers un système intermédiaire. Là, dans la majorité des cas, c'est dans le warehouse. Là, c'est dans l'index, c'est dans le warehouse. Et puis ensuite, on génère une nouvelle variable qui s'appelle Agent Delivery by Group. Voilà, donc j'arrête là vraiment parce que je pense que j'ai assez parlé. Je te passe la parole, Philippe. Bonjour, moi c'est Philippe, je suis analyste à l'UNIC et un des utilisateurs principaux de l'outil. Je cherche juste à partager mon écran. Voyez-vous? Oui. Parfait. Donc, ça, c'est l'outil de gestion de métadonnées et de suivi de projet que Catherine expliquait qu'on a développé. La première chose, il y a plusieurs façons de rechercher et de parcourir l'outil. Vous avez comme une barre de recherche ici où vous pouvez faire des recherches plus spécifiques
selon vos besoins. Et aussi, l'interface qui est présentée, vous pouvez choisir exactement qu'est-ce que vous voulez qu'il soit présenté à vous. Essentiellement, c'est personnalisable par l'utilisateur en fonction d'un analyste ou un chargé de projet, parce que bien que l'outil permette l'uniformité de l'entrée de données, il y a aussi la flexibilité que l'utilisateur puisse travailler comme il le souhaite et extraire l'information qu'il a besoin selon son rôle. Et donc, vous avez deux sections. Vous avez ici toutes les tables de tous les projets. Comme Catherine expliquait, vous avez les systèmes sources, l'entrepôt et les projets de recherche avec les analystes, leur statut, etc. Et vous avez aussi en haut les value sets et le mapping que Catherine décrivait, qui est vraiment les valeurs catégorielles et leur dénotation, qu'on peut penser comme des ensembles finis, homogènes, corrects, et surtout réutilisables. Donc, si on va voir justement ces value sets, ici, on voit qu'on en a toute une panoplie avec leur annotation, quelles variables ils utilisent. Et si on regarde ici la valeur catégorielle d'interprétation d'un résultat de laboratoire, on voit tous les codes que cette variable-là peut prendre. Et ensuite de ça, on peut juste en chercher une autre ici. Et on voit que, comme Catherine disait, certaines ont un mapping. Donc ici, on voit qu'on a 11 catégories finales. Mais si on regarde dans l'outil de mapping, que j'ai préalablement juste fait une recherche pour cette variable-ci, on voit toutes les valeurs originales qui ont créé ces valeurs finales-là, qui peuvent de toutes sortes de représentées de toutes sortes de façons. Ici, ce sont simplement des expressions régulières de champs texte libre qui peuvent être convertis dans ces catégories-là. Donc, si on retourne aux ressources et qu'on regarde dans l'entrepôt, ici, vous avez des tables. Ici, on a 15 tables d'entrepôt, comme Catherine Montrier. On a 454 variables en tout et partout. Et on peut tout simplement aller dans l'onglet des variables et avoir toutes les variables de toutes les tables. Ce qui est pratique quand on fait une recherche, on ne sait pas exactement dans quelle table est une variable, surtout dans les systèmes sources. Par contre, si on est intéressé par celle du résultat de laboratoire, on voit que tout est dynamique ici et on a accès uniquement à ce qu'on recherche. Et dans ce cas-ci, on a juste les 34 variables de la table de laboratoire. Donc, on a le nom de la variable, son type, est-ce que c'est un string, est-ce que c'est une variable vrai ou faux. C'est libellé. Et deux manières que la variable a été faite, soit l'algorithme de dérivation, qu'on peut voir ici, c'est juste un texte. Tout simplement, quand il y a un arrobase, on fait une chose. Quand il n'y en a pas, on fait une autre chose. Donc, on a toutes les manières d'obtenir la variable. Et on a aussi le from variable, l'origine de la variable. Donc, on peut voir pour comme le department name, par exemple, son origine, c'est dans la table, dans le système de laboratoire système, dans la table département, la colonne nom. Et évidemment, on peut avoir plusieurs origines pour une seule variable qui sont notées ici comme une liste. Et ça nous permet d'avoir tout le linéage d'une variable de où on est présentement jusqu'à son système source. Et ensuite de ça, lorsqu'il y a un value set, comme ici l'interprétation qu'on fait, on peut juste cliquer dessus et à l'intérieur même de la table, on peut voir les interprétations, ce groupe de variables, de valeurs-là qui ont été réutilisées ici. Et ensuite de ça, si je peux tasser ça. Donc, une petite démonstration très rapide de ça. J'ai déjà créé une table patient ici pour sauver du temps. Mais si je clique dessus, je peux tout simplement ajouter une variable. L'affaire d'une variable qui existe déjà. Ce que je sais, je peux donc simplement savoir exactement d'où ce que je veux. Ici, disons que je suis intéressé par avoir une variable qui sont l'âge à un test de laboratoire. Je peux simplement aller chercher la variable de temps d'heure de laboratoire, l'ajouter, aller aussi dans mon warehouse, dans ma table de sociodémographique, avoir la date de naissance du patient, l'ajouter.
avoir son nom. C'est un patient. Et l'algorithme de dérivation, c'est tout simplement une date moins l'autre date. Et je la crée. Et ensuite de ça, je peux lui ajouter directement, créer une autre variable ou ajouter un value set qui existe déjà. Et ici, je peux juste rajouter un age by group, par exemple, parce que c'est ça qui m'intéresse. Et tout est fait. Et ensuite de ça, un coup que j'ai terminé, je peux juste exporter un fichier Excel versionné avec la date qui peut ensuite être partagé avec tous les chercheurs. Merci, Louis-Philippe. Une belle démo. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être s'il y a des questions brûlantes, on peut peut-être en poser quelques-unes là, Tess, avant de passer aux prochaine présentation. Philippe? Oui, ben bravo, c'est vraiment super impressionnant ce que vous avez réussi à faire. Je veux savoir, est-ce que vous avez fait un exercice avant un peu de benchmarking ou de regarder ce qu'il y avait sur le marché en termes d'outils qui pourraient faire ce genre de choses-là? Non. On a décidé de. On a une équipe de beaucoup de développeurs, donc on a décidé d'y aller directement avec la solution maison, vraiment adaptée aux besoins précis des activités de l'Unique. OK, puis moi, je me disais toujours que les systèmes sources allaient contenir quand même une certaine documentation sur les variables, mais ce que vous me confirmez, c'est que pas vraiment, en fait, là. C'est les fournisseurs stockent de la donnée, mais c'est mal documenté, en fait, même au niveau des fournisseurs. Ça confirme nos intuitions, mais là, c'est ça. C'est quasiment des secrets d'État, là. Ouais. Et là, il y a une composante de vous que vous générez automatiquement à partir des noms de variables dans les tables, mais il y a une partie plus manuelle aussi. Donc, c'est comme un mélange des deux, ce que je comprends ce que vous faites un peu quand vous venez peupler. Exact. Catherine? Mais oui, exact. Pour ce qui est de l'information qui vient des systèmes sources, on garde ça très simple parce que en réalité, notre objectif, c'est de mettre les données en entrepôt, les variables en entrepôt, puis c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à vraiment travailler puis mettre les libellés puis la documentation, mais on ne va pas ajouter de l'information dans les systèmes sources, dans les données des systèmes sources, là, la métadonnée. Si. Manon? T'es sur Sourdine. Oui, excuse-moi. Oui, alors moi j'ai une petite question pour Louis-Philippe. Quand tu rajoutais une variable, si je comprends bien, ça serait n'importe quel usager qui pourrait créer une nouvelle variable, mettons à partir de plusieurs variables, mettons qui personnalise ces variables, mais est-ce que ces variables créées-là vont juste exister dans son profil ou l'outil que tu nous as montré, c'est juste pour toi ou l'ingénieur de données qui arrive avec des demandes, des usagers qui ont besoin de telle variable, puis que toi, tu vas le créer pour eux? Moi, c'est ça, j'ai de la misère à comprendre. L'outil que tu utilises, est-ce que c'est vous qui l'avez programmé, l'outil qui nous permet de créer des nouvelles variables? Parce que nous, en ce moment, ce qu'on a, ben, il faut que je sois là pour créer une nouvelle variable qui va Oui, être ben, c'est ça. Je extractable. laisse Philippe répondre, mais en fait, c'est un outil interne. C'est un outil de gestion OK. interne, cet outil-là. La base de données Postgres qu'on est en train de construire, par contre, va être aussi connectée à un portail public. Mais ce qui va être exposé va être un peu différent, évidemment, parce que là, nous, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Puis il y a des aspects de gestion, il y a des statuts de variables, des variables en cours de développement. Puis, donc, ce que Philippe a montré, c'est vraiment l'outil interne. Puis, ce que le portail, le catalogue public va montrer, ça va être une fois qu'on a livré un dictionnaire. Puis là, l'usager va pouvoir consulter, va pouvoir aussi, par exemple, s'il y a un projet de recherche, puis dire, OK, ben moi, j'aurais besoin d'une liste de variables, puis je vais me faire ma propre liste de variables, puis toutes les mettre
dans son panier, disons, là, pour nous faciliter la tâche aux personnes qui font de l'extraction. Parce que présentement, ils arrivent avec une liste d'épicerie qui est un CRF dans un protocole ou bien une liste un petit peu, je sais pas comment dire, peut-être pas super détaillée dans un protocole. Et puis nous, à partir de là, on doit créer un plan d'extraction pour eux. Mais s'ils consultent directement le catalogue en ligne, ils vont pouvoir être beaucoup plus spécifiques dans leur demande, ce qui va peut-être faciliter le travail des analystes ultimement, là. OK, fait qu'éventuellement, l'usager va être capable de créer genre son propre profil d'extraction à partir des variables qui existent puis qui sont mises à leur disposition. Oui, on n'a pas pensé à l'idée d'inventer des nouvelles variables. C'est vraiment d'être capable de dire, Non, non, moi, non. minimalement, je veux les résultats de laboratoire, minimalement, je veux ça. Puis Parfait, après ouais. ça, nous, on deal avec OK, comment on va faire ça. Puis s'il y a des nouvelles variables aussi à les créer, on les crée. OK, parfait. Fait que lui, du moment que vous avez créé une nouvelle variable, il a accès à ces variables-là, puis il peut choisir de l'extraire, dans le fond. OK, Exact. oui, parfait, merci. Super. Une dernière, Mélanie, puis après ça, on va passer au CUSUM. Si vous avez d'autres questions, on va les garder pour après la prochaine présentation. Parfait. Tu peux y aller. Merci. C'est vraiment impressionnant ce que vous avez fait, Catherine. Vraiment fantastique. Et toute l'équipe aussi également. Je voulais vous demander comment vous avez fait pour prioriser les variables que vous avez migrées. Peut-être que vous l'avez dit en début de présentation, mais je suis arrivée un petit peu sur le tard, je suis désolée. Donc, comment vous avez fait votre priorisation pour la migration de vos données, des variables et tout ça? Bien, étant donné notre modèle, notre modèle de métadonnées est hyper dépendant. Ça veut dire que quand Philippe a travaillé tout à l'heure, puis il dit, ben moi, je suis sur un projet de recherche, puis je dois créer un jeu de données pour une banque de données, puis là, je veux aller piger ma variable, puis je veux identifier de la source de cette variable-là, ben, il faut que la source existe dans la base de données Postgres. Fait que d'emblée, il fallait qu'on importe tous les systèmes, les variables de tous les systèmes sources qu'on utilise dans les projets de recherche. Fait que là, on a importé toute la liste au complet de variables qui existent dans les systèmes sources. Ensuite, on a dû aussi importer l'entrepôt de données parce qu'effectivement, la plupart des projets de recherche tirent des variables de l'entrepôt. Et puis, mais pour l'entrepôt, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un entrepôt qui est en construction. Donc, on a commencé à travailler, puis à nettoyer, puis à libeller des variables système par système, en commençant par les systèmes qu'on allait utiliser le plus fréquemment. Puis aussi, les systèmes qui demandent beaucoup, il y a des systèmes qui arrivent, il y a comme 150 tables, 200, 300 tables, puis là, on est comme, OK, ça, on ne va pas continuellement essayer de faire de l'ordre là-dedans. On devrait s'attaquer à ce système-là, le nettoyer, l'organiser pour qu'il soit en entrepôt, puis que ça soit beaucoup plus facile par la suite. Et puis, on y va par... Souvent, c'est qu'est-ce qui est le plus simple au départ aussi, parce qu'on est rendu à un moment où est-ce que pour créer une table d'entrepôt, puis y aller par domaine clinique, on a besoin de tirer de la donnée de plusieurs sources, puis ça devient plus compliqué. Mais puis ça, ben, on le fait, on discute, puis on se demande c'est quoi la prochaine étape. Mais on y commençait avec les choses les plus évidentes pour nous. Je ne sais pas si ça répond, oui. On a combien de variables dans le catalogue en ce moment, savez-vous? Non. Bonne question. Philippe va peut-être pouvoir te dire ça. Moi, je perds le fil. Je suis juste curieux de savoir. C'est bon. Merci beaucoup à vous pour la présentation puis les réponses aux questions. On va passer à la prochaine présentation. Moi, j'ai Santiago Marquez qui va nous parler de la solution aussi, si je me souviens bien, une solution maison pour la plateforme du CUSUM. Puis ensuite de ça, on va pouvoir continuer avec les questions. OK, merci vraiment. Tu m'écoutes comme il faut? Oui? Oui, OK. On t'entend bien. OK, merci Sergio et Tess pour l'organisation primaire et l'invitation. Je vais montrer, je n'ai pas une présentation, je veux juste montrer la solution. Donc, je sais que je fais comme 10-15 minutes, donc je vais utiliser ça pour montrer la présentation. Puis c'est bon de montrer après cette présentation parce que nous, on centralisait tout sur l'usage final, la rechercheur. Donc, l'outil que je vais montrer maintenant, c'est les choses qui va avoir les rechercheurs. Donc, juste pour encadrer les démos, et dans le fond, moi, j'ai travaillé au CUSUM et l'Institut de recherche.
Puis nous, on a aussi un entrepôt de données. Puis cet entrepôt de données s'est créé en 2019. On a déjà 5 ans d'usagers pour la recherche, puis la clinique, puis les performances. Je ne m'excuse pas la clinique, la qualité, puis la performance. Et puis nous, on a à peu près 18 systèmes. Puis ils sont pas mal. Il y a beaucoup de systèmes pareils entre les différentes institutions au Québec. Donc, c'est bon à voir les développements de chaque institution. Et puis, nous, on a en base de données un entrepôt de données qui est centralisé aux patients. Toutes les informations qu'il y en a, ça appartient aux patients. Puis en plus, épisodique. Ça veut dire qu'il y a un certain épisode, mettons hospitalisation ou c'est dans des short-term duration. Il y a différents épisodes qui sont liés à cette patient et à cette information. Et puis en plus, on a à peu près 6000, un peu plus que 6000 variables entre tous les systèmes. Puis on était chanceux parce que ça était une classification qui était déjà faite. Et c'est une classification qui classifiait chaque variable en utile pour la recherche ou non. Quand on dit pour la recherche, c'est la recherche, puis la performance, puis la qualité aussi. Mais était déjà classifié en utile pour la recherche à peu près 2000 variables. Donc, on utilisait ces 2000 variables. Puis pour le développement, on travaillait beaucoup sur les contenus. Et les premiers 6 mois, sur les contenus, qu'est-ce qu'on a besoin de montrer. Et après, on travaillait sur comment les montrer. Donc, on évaluait différents systèmes pour les montrer dans les marchés, puis aussi à l'interne. Au début, on travaillait avec l'interne avec un système, mais au final, ça n'a pas marché. Puis à l'Institut de la recherche, il y a un système d'information en département. Puis au final, c'est eux qui le développaient aussi à la maison. Donc, je vais juste montrer comment ça marche en démo. Donc, je vais partager l'écran. OK, est-ce qu'on voit l'écran? On voit bien, merci. Oui, OK. Donc, ça, c'est les portails de l'Institut de la recherche. Et toute personne qui a accès au portail peut naviguer les portails. Et on a un système qui s'appelle Applications. Il y a beaucoup des applications différentes. Puis ça, c'est le même système en arrière qui cherche cette sorte d'application. Puis il a certaines flexibilités dans qu'est-ce qu'on peut créer dedans. Donc, finalement, créer ça c'est Data Warehouse, Data Dictionary. Et maintenant, on l'a juste en anglais, mais on est en train de travailler de créer toutes les mêmes choses en français, surtout les explications puis la classification. Mais on a une description en anglais puis une description en français. Donc, je vais passer à décrire qu'est-ce qu'on voit. Mais ça, c'est au total 2200 variables. Chaque ligne ici, c'est un variable. Puis c'est important à réfléchir un peu que chaque variable, ça voulait dire que c'est un colonne dans l'entrepôt de données. Puis cette colonne, ça appartient à une table, ça appartient à un système. Donc, on a ici les source systems, les systèmes de source. On a tout ce système qui c'est la base. Puis après, on fait ça en classification. Ça, c'est nous-mêmes qui on l'a fait parce que c'est pas facile à comprendre que Cerner, c'est le laboratoire. Donc, on fait ça par domaine. Donc, domaine, c'est pareil comme le système. Et donc, c'est plus facile à comprendre. Par exemple, Blood Bank ou Cancer Tumor Registry, Emergency Episode ou ACU Registry, les sort plus dans le côté médical que système d'information ou des bases de données. Et puis en plus, il y a certaines variables qui sont communes à tous les systèmes. Et par exemple, pour l'identification des patients démographiques, normalement, il y a plusieurs systèmes d'information qui utilisent les mêmes identifiers ou demographics pour les patients. Donc, en centralisant, on crée juste une pour montrer ça. Donc, juste pour la faire d'exception de les tableaux, chaque ligne, c'est un variable. Il y a un ID, un domaine, un subdomaine s'il faut, un source system. Je m'excuse, je me lance en anglais, en français, mais c'est parce que c'est décrit en anglais ici. Les systèmes source, et les noms de la variable, la description en anglais, la description en français, c'est quelle sorte de variables, puis ça, c'est à l'interne de l'entrepôt de données. Il faut comprendre que l'entrepôt de données, il vient déjà avec quelle sorte de variables on parle, si c'est bar chart ou integer
aux différentes façons de classifier la variable. Puis en plus, on crée, parce que ça n'est pas facile à comprendre, et ce n'est pas vraiment utile pour le côté analyse de données pour la santé. Donc, créer cette classification qu'on pense qui est mieux, par exemple, duration ou categorical codify ou différents daytime numerical, différentes façons de classifier les variables. Après, c'est la place, parce qu'on a 5 hôpitaux qui sont liés au CUSUM. Donc, cette variable est dans ces 4 sites. Et puis après, de quelle année on a la variable, puis si la variable n'est pas disponible, on prend un year, mais si elle est vide, ça voudrait dire que ça continue à enregistrer. Et puis en plus, on a une classification, si c'est un identité direct ou non. Ça, c'est juste c'est dichotomique, oui ou non. Et puis en plus, ici à gauche, on a un sort de filtre. On peut filtrer. Par exemple, on va ajouter juste les variables qui sont pour les surchances. Puis on voit toutes les variables sur les surchances. Puis en plus, on a ici un filtre. On va ajouter. Et on peut faire une recherche de qu'est-ce qu'on veut. Puis on peut chercher la variable. Puis en plus, juste pour montrer ici à gauche les sortes de filtres, on va juste faire ça. Et on a différentes façons par exemple, categorical boolean, categorical codify, fixed, différentes sortes d'entendre. On a des free text, c'est quelles sortes de variables à l'intérieur ils sont free text. Et puis en plus, les sites. On peut les filtrer aussi pour les sites. Puis si c'est un identificateur direct ou non, oui ou non, on a surtout variables qui ne sont pas liées direct au patient en façon de l'identifier. Et puis en plus, un fil pour les années. Et puis en plus, ça c'est juste toutes les données qui sont liées au contenu, mais ils ne sont pas les contenus. Ici, on ne voit pas l'information directe des patients, mais si on voit les lits, par exemple, on ouvre le lit, on dit de cette variable, on a 7, ça c'est un top 25, c'est les 25 les plus souvent qu'on été enregistrés. Et puis en plus, les numéros totaux qu'on a, puis distinct values, c'est les valeurs distinctives, et les pourcentages qui sont enregistrés, puis total, puis plus de valeurs agrégées. Et puis ça, c'est 100% secure pour les partager parce que ce n'est pas lié direct au patient, c'est plus agrégé. Par exemple, condition, on montre cette sorte d'information dans chaque variable. Sauf si c'est un identificateur direct, par exemple, les nombres de les patients et toutes sortes de choses, on ne peut pas montrer le top 25, ça, on le cache. Et puis ça, c'est surtout les résultats finaux. Puis ici, on peut, si on fait une sélection des variables, on peut les télécharger en façon de Excel file. Et puis en plus, on a ajouté ici les home pour expliquer tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses techniques à comprendre. Donc, on essaie d'expliquer c'est quoi le numérique, c'est quoi daytime, categorical boolean, la façon de la classification. Puis au final, c'est les services qu'on offre comme l'acte de données. On a une consultation, puis un data request, un requête de données. Et puis, comment le faire, on fait les liens ici. Et puis, pour nous contacter. Donc, c'est juste quelques minutes pour expliquer ça. Puis, je ne sais pas s'il y a des questions. Je peux répondre. Si tu veux, je vais laisser partager ça s'il y a des questions. Juste ça. Super, merci beaucoup pour la démo. On va y aller avec les questions. Philippe? Oui, ben, j'ai peut-être manqué, mais est-ce que vous avez développé ça maison ou c'est un produit que vous utilisez déjà existant? Non, ça s'est développé à la maison, mais on utilisait à la base, je montrais au début, on a déjà cette application, il y a des applications dedans. Et donc, par exemple, IT Ratio, c'est une façon de faire une soumission d'une demande de l'aide de système ou quelque chose. On utilisait
une chose pareille qu'en arrière ça, mais c'est pas, et déjà tout est intégré au portail. Donc, cette application était déjà intégrée. On réutilisait une application qu'on utilise déjà, dans le fond, que c'est cette application qui s'appelle Application. Et puis, pour créer ça, le contenu n'est pas lié, juste pour expliquer ça, n'est pas lié direct au Data Warehouse. Et ça, cette information, on la télécharge sur l'application. Dans le fond, on fait une extraction des données, on fait un cleaning de cette donnée, de toutes les métadonnées, on fait un Excel file au final, puis on les télécharge sur l'application pour les montrer. Et pas connecté direct à l'entrepôt de données. Ça, c'est une chose importante pour la sécurité et pas lié direct, parce que ça, cette application est accessible au portail, mais pas lié direct. Et lié, si tu mets un Excel file qui montre les métadonnées et puis les chiffres statistiques. Mais c'est juste ça. Puis, une autre chose, la sécurité, on ne monte pas les tableaux puis les field names réels. Ça, c'est pas les mêmes qu'on trouve au tableau. Ça, c'est une décision à l'interne pour être sûr que s'il y a un attaque ou quelque chose de sécurité, ils ne savent pas les noms réels de la table. C'est ça. Okay, merci. Merci, Catherine. Oui, je me demandais, en fait, c'est vraiment juste accessible par les chercheurs, en fait. Toute personne qui a accès au portail, mais ce n'est pas juste les chercheurs. Ça peut être l'équipe de chercheurs, ça peut être administratif. Toutes les personnes qui ont déjà un accès au portail. OK, puis est-ce que vous avez des enjeux avec des gens qui veulent accéder de l'extérieur, dans le sens que si, par exemple, c'est un étudiant à McGill qui a un courriel McGill qui il peut pas consulter, right? Si jamais vous avez des projets, puis c'est des étudiants de... On a beaucoup de projets qui sont, mettons, la thèse d'un étudiant qui est lié à un chercheur, puis cet étudiant, il a le droit de demander accès au portail. Et une fois qu'il demande l'accès au portail, il explique pourquoi. Puis s'il y a quelqu'un, un chercheur qui approuve cette sorte d'accès, mais ça, c'est une autre chose. Mais c'est comment on gère à l'interne l'accès au portail. Mais dans le fond, cette application il peut accéder n'importe qui y a déjà un accès au portail. Parce que dans la façon de sécurité, il n'y a pas une information liée à un patient particulier ici. C'est juste, au général, aux choses les métadonnées. Donc, pour côté sécurité, on a décidé de montrer à tout le monde qu'il a déjà un accès au portail. J'avais une autre petite question concernant le modèle avec les domaines puis les sous-domaines. Donc, parce que nous, on a eu longtemps un débat sur ça. Les domaines, là, est-ce qu'ils sont attribués, disons par exemple, si on extrait une donnée du laboratoire là, de Cerner, toutes les variables dans le système vont être étiquetées comme étant du domaine de laboratoire? OK, c'est une bonne question. Le sous-domaine, on le laissait parce que c'est bon avoir la granularité un peu plus que le domaine. Parce que le domaine est trop général. Mais on utilise sous-domaine, c'est juste marqué laboratoire parce que pour les laboratoires à l'interne, au système d'information, on a un sous-domaine vraiment clair que c'est laboratoire général ou microbiologie ou on a plus. On a, ça c'est microbiologie, je vais juste montrer, on a beaucoup, et pathologie. Donc, est vraiment clair la division à l'interne, le sous-domaine laboratoire par rapport aux systèmes qu'on utilise. Donc, mais comme par exemple une date dans un système de laboratoire, date de traitement, est-ce qu'il y aurait, ce serait quoi le domaine là, pour ça? C'est tout dans, OK, ça se rappellerait. C'est lié à laboratoire. C'est une date liée à le système laboratoire dans ce domaine laboratoire. Nous, dans le fond, on faisait à l'interne aussi un lien entre les domaines puis les source systems. Et on décidait quel source system BDM ou Cerner ou Clinival, ça voulait dire quoi, dans le fond, en façon plus compréhensible pour les chercheurs. Donc, par exemple, Opera, si on dit Opera, ça veut que personne ne comprend c'est quoi. Mais si on dit, OK, Opera, normalement, c'est chirurgie. Donc, si on clique chirurgie, on va voir c'est quoi, c'est Opera. C'est la même, dans ce cas, c'est la même chose. Donc, c'est plus une façon facile de dire système. Mais des fois, par exemple, les patient identifiers, sur système,
juste clarer les restants des dates, je m'excuse. Par exemple, sur System, on a un autre source system que c'est à l'interne Data Warehouse Calculated. À l'interne, on crée des tableaux à l'entrepôt de données qui ne s'accessent pas dans le système, donc on les classifie dans Calculated Data Warehouse. Mais mettons, si on dit Patient Identifiers, on a Clinibase puis Data Warehouse Calculated aussi, surtout ça vient de Clinibase. Mais dans le fond, c'est une façon de nommer les systèmes, les source systems. Bon, merci beaucoup. Vincent? Oui, moi j'ai une question. Comment les utilisateurs utilisent cet outil? Ils explorent, ils sélectionnent des variables, mais qu'est-ce qu'ils font après? C'est quoi l'étape suivante une fois que... OK. Dans notre processus, ça c'est un outil pour donner c'est quoi l'interne, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de communication. Ils pensent qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas. Ils demandent des choses qu'il n'y en a pas. Donc, ça, c'est un outil juste pour montrer c'est quoi disponible. Et l'idée, c'est que le rechercheur sélectionne ici, puis il peut comprendre mieux, puis quand il fait la demande, s'il fait une demande exacte de ça, on n'aurait pas de problème à sélectionner cette variable. Et donc, le rechercheur, il va au portail, et des fois, il fait des questions, puis on les redirige sur le dictionnaire pour les faire comprendre qu'est-ce qu'on a disponible. Et puis ici, il peut faire un télécharger dans le fond, tout ou de la sélection qu'ils font. Et il fait une sélection, il peut faire une sélection, puis il fait une requête de données, il peut ajouter un Excel file ou ajouter un document qui est spécifique, c'est quoi les variables qu'il a besoin. OK, merci. Merci beaucoup pour la présentation. On va être avec Yacine, s'il vous plaît. Oui, excusez. Bonjour tout le monde. Ouais, merci Santiago, c'était vraiment génial. Une question en fait pour tout le monde, pour les deux plateformes. Tantôt, comme Philippe disait, c'était vraiment difficile déjà d'avoir la documentation sur les systèmes, de comment ils s'organisent les tables et tout. Et Vincent, il disait, c'est quasiment un secret d'État. Y a-t-il moyen de centraliser ça, vu que on a quasiment à peu près les mêmes systèmes, et y a-t-il moyen de centraliser cette information-là pour pas que chaque fois une personne reparte de zéro et on refait passe par le même problème et par les mêmes bloqueurs, et où ça existe-t-il déjà quelque chose de centralisé et mis à jour dans le système? Je ne pense pas qu'il y ait rien de centralisé, mais en tout cas, nous, on peut partager le catalogue de tous nos systèmes sources sans aucun problème. OK. Et je pense que, comme il vient de dire, il n'y a pas une façon centralisée. Puis, je pense qu'il n'y avait pas de dictionnaire de données dans le fond, au custom jusqu'à cette année. Donc, c'est un développement continu, je pense. Il y a une amélioration continue. Et puis, il y a quelques centres qui font un développement qui est utile, il peut être adopté pour les autres. Je pense que c'est plus le modèle ça qui crée une base centralisée puis essayer de les faire tout ensemble en même temps. Et c'est juste ça. Il faut comprendre aussi que des fois, pour les systèmes sources, on n'a que des vues, accès à que des vues. Puis peut-être ces vues sont différentes d'un hôpital à l'autre, même si on a le même système. Là. Il n'y a rien qui nous dit que la vue que telle compagnie a développée pour Sainte-Justine est la même que pour un autre hôpital. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut partager les vues. Francis? Ouais, je trouve ça super intéressant. Puis nous autres, dans notre bar, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de faire la liaison avec la description sémantique au cadre normatif quand elle existe. Tu sais, par exemple, ICLSC, on a ramené tout le stock d'ICLSC. Mais tu sais, les descriptions, il existe des descriptions au cadre normatif. On essaie de faire la liaison entre les deux, mais c'est manuel, là. Tu sais, ça prend quelqu'un qui va aller dire, bon, ben, tel champ de l'assignation sous programme dans telle table, ça veut dire que c'est telle variable qui est décrite au cadre normatif d'ICLSC. Fait que c'est un travail très, très laborieux. Fait que ça, c'est le genre de truc que je pense que si on documente chacun de notre bord, il faudrait mettre en commun, là. Philippe?
Oui, cette mise en commun-là devrait aussi spécifier la source parce que parfois, bon, Sainte-Justine va peut-être avoir fait une certaine interprétation de la variable, comment elle est utilisée, puis peut-être dans un autre centre, ça ne sera pas nécessairement utilisé de la même façon. Donc, il y a une composante interprétative, je dirais. Fait que mettre la source, ça vient d'un cadre normatif du ministère, ben, tu sais, mettre cette information-là aussi dans le dictionnaire pour être sûr de pouvoir retrouver la trace éventuellement de d'où vient cette définition-là. C'est super intéressant. Moi, j'aurais peut-être une question aussi pour les deux centres. Les deux, vous semblez avoir opté pour des solutions qui sont maison. Est-ce que, a posteriori, ça aurait été intéressant de, exemple, sauver de l'argent sur une solution plus tout en un, ou est-ce que vous êtes vraiment satisfait du fait que c'est très flexible et adapté à vos besoins comme ça a été construit? Ben, je peux répondre. Premièrement, je ne pense pas qu'on aurait sauvé de l'argent en achetant une solution. C'est le contraire, en fait. Et puis si on a les moyens, si une équipe a les moyens de développer ses propres solutions, je pense que c'est toujours préférable, à mon avis. Et nous, on évaluait beaucoup de systèmes différents, mais il avait aussi un problème d'intégration. Donc, si on trouve une solution externe, il faut l'intégrer aux acheteurs, à la personne qui l'utilise. C'était plus facile pour les acheteurs de créer quelque chose à l'intérieur des portails, déjà intégré, déjà connecté, qu'intégrer quelque chose. En termes de développement interne, c'était plus facile aussi. Mais il y avait beaucoup de... C'est pas moi, c'est une équipe de développement qui les fasse. Deux développeurs étaient comme quelques semaines de travail, étaient capables de l'intégrer puis le créer. Et moi, je suis vraiment conforme avec le développement à l'interne que je fais. Donc, si chaque équipe ou chaque centre, il a les groupes à l'interne, souvent, c'est le plus facile. Mais s'il n'y a pas quelque chose à l'extérieur, ça peut être la solution. Merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce qu'on avait d'autres questions?